C'est quoi être français? Je suis persuadé qu'on vous a déjà posé cette question. Et votre réponse a sûrement été « je sais pas ». C'est dur à dire. En tout cas, je sais ce que c'est de ne pas l'être. Pour pouvoir répondre à cette question, il est nécessaire de citer un homme. Un seul. Ernest Renan. Cet écrivain, philosophe et historien a théorisé la conception française de la nation lors d'une conférence en Sorbonne en 1882 appelée « Qu'est-ce qu'une nation ?» Ernest Renan et cette conférence, c'est encore aujourd'hui la référence que le gouvernement utilise, comme on peut le voir sur son site internet. Donc, c'est un homme extrêmement important à connaître quand on est français, car il a donné une définition à ce que nous sommes. Cette conférence, je ne vais pas vous la lire. Elle est disponible en lecture audio sur YouTube et vous pouvez imprimer ou lire le texte qui est accessible gratuitement. Vous aurez un lien de téléchargement en description. Personnellement, je n'avais pas payé une version reliée pour ce texte. J'avais fait le choix de l'imprimer. Je l'avais plastifié et relié moi-même. Je l'ai annoté. Et aujourd'hui, c'est systématiquement avec une certaine émotion que je le reprends. Parce que dans ce texte, j'ai trouvé la réponse à mon identité, à celle de mes compatriotes et à celle de ma nation. Et avec une chose d'apparence si simple, j'ai tellement compris. Cette conférence et surtout cette théorie, je vais vous la décrypter. À la fin du visionnage, vous saurez dans les moindres détails ce qu'est une nation, ce qu'est la nation française, et vous pourrez savoir ce qu'est être français. En propos liminaire, Ernest Renan tient à distinguer le concept de nation avec plusieurs autres organisations. D'abord, il y a la cité, qui est un État à petite échelle, comme l'étaient Sparte et Athènes. Ensuite, il y a la réunion de pays qui se fédèrent au sein d'empires, comme l'empire achéménide, l'empire romain, l'empire carolingien. Il cite aussi les communautés d'apatrides qui existent grâce aux liens religieux qui unissent leurs membres, comme le sont les Parsis, ou l'étaient à l'époque de Renan, les Juifs. Car en plus d'être des croyants, ce sont des peuples unis par la religion. Il nomme ensuite les confédérations et fédérations, comme le sont les États-Unis et comme l'est aujourd'hui la Russie. Il exclut aussi de la définition de la nation les communautés raciales qu'il illustre en citant les Germains, les Slaves ou les Arabes. Et enfin, il exclut ce qu'il appelle les grandes agglomérations d'hommes, comme la Chine, l'Égypte, l'ancienne Babylonie, qui sont, selon lui, des agglomérations de sociétés humaines différentes, vivant sous l'influence d'un même pouvoir. En propos liminaire, donc, Renan nous apprend déjà ce que la nation n'est pas et ne peut être. Gardez bien en tête donc que tout ce qui a été cité auparavant ne sont pas des nations. Il dit aussi que l'erreur de son temps est d'affirmer que la nation regroupe une ethnie particulière ou un groupe linguistique. En ce point, il vient s'opposer frontalement à la conception allemande de la nation qui se fonde sur l'ethnie et la langue. Enfin, Renan explique que pour définir ce qu'est une nation, il faut disséquer le vivant comme on dissèque un mort, avec une froideur et une impartialité absolue. Dans cette première partie de la conférence, Renan se centre sur l'Europe. Il explique que depuis la dislocation de l'Empire carolingien, l'Europe est divisée en nations et que certaines ont voulu dominer les autres sans jamais réussir à instaurer une domination durable. Il affirme que la France, la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne seront encore, dans des centaines d'années, les pièces essentielles d'un damier dont les cases varient sans cesse, mais ne se confondent jamais. Il considère que les nations sont des entités extrêmement récentes qui ne peuvent pas être comparées
aux grands empires antiques, aux royaumes, aux républiques antiques. Il explique aussi que la féodalité, que ce soit au travers de l'Empire macédonien ou du Royaume de France, car ils unissaient les hommes par la domination, par la vassalité, ont été fidèles à un roi, pas à une nation. Et d'ailleurs, le roi pouvait être trahi par ses vassaux. Combien d'exemples avons-nous de cela dans l'histoire de France? Donc Renan explique que même l'Empire romain, qui était très fédérateur, qui garantissait paix et prospérité, ne peut en aucun cas être une nation. Alors, certes, la noblesse romaine ou les évêques avaient une forme de patriotisme pour la Pax Romana, mais ce n'était pas une nation parce qu'il n'y avait qu'une affection pour la prospérité et la paix. C'est pourquoi, quand la prospérité s'en est allée, l'Empire a été scindé entre l'Orient et l'Occident, et ensuite, l'Occident s'est effondré. Pour Renan, c'est d'ailleurs les migrations barbares qui introduisent un principe qui donne naissance aux nations. Comment? Eh bien, les barbares, comme les Francs, les Saxons, les Visigoths, les Normands, ont pris le pouvoir de royaumes sans changer la race de ceux qu'ils avaient conquis. Par exemple, les Francs se contentèrent seulement d'instaurer des dynasties et de mettre la population sous le joug de la noblesse franque. La population, elle, restait romaine, mais faisait désormais partie de royaumes qui portaient le nom de leurs envahisseurs. Alors, ce fut le cas pour les Francs avec la Francie, les Lombards avec la Lombardie, les Normands avec la Normandie, les Burgondes avec la Burgondie. Et ces barbares abandonnèrent également leur langue pour parler les différents latins des régions où ils s'installaient. En expliquant ça, ce que Renan nous fait comprendre, c'est que le mix de la population romaine et de l'aristocratie franque a éteint les distinctions entre races pour faire naître une distinction sociale. En fait, on est tous membres du royaume, mais ce qui distingue les hommes, ce n'est pas la race, c'est la condition sociale. Et le mélange de races se fait au niveau de la noblesse, puisqu'on peut anoblir les Romains en fonction de leur bravoure au combat, par exemple. Si bien qu'après plusieurs générations, on arrive à une noblesse qui a mélangé les races. Renan vient alors donner une bonne esquisse de ce qu'est une nation. Il dit « L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses. » Car pour lui, pour créer une nation, il faut un roman national qui ne raconte que ce qui nous unit, et il faut écarter certaines vérités historiques, ou les laisser dans l'oubli volontairement. Pourquoi? Eh bien, il prend pour exemple le roi de France qui a, par sa tyrannie et ses conquêtes, uni le nord de la France au sud. Il a donc perpétré des violences pendant des siècles afin d'uniformiser le pays, afin de rassembler ses sujets autour d'un commun. Et après avoir unifié les gens, pour éviter qu'ils ne se redivisent, on a fait tomber dans l'oubli toutes les guerres qui ont opposé les Français pour ne garder que ce qui les unit. Par exemple, un Bordelais considère, comme tous les Français, Philippe Auguste comme un roi appartenant à son histoire. Pourtant, Philippe Auguste n'a jamais régné sur l'Aquitaine, puisque c'était un territoire anglais. Et si le Bordelais pense ça, c'est parce qu'on lui a dit que son histoire est celle de la France, et pas celle de l'Angleterre. L'histoire qu'il partage avec tous les Français ne commence pas lorsque Bordeaux devint une ville française. Donc pour Renan, ce qui nous unit, c'est les choses que l'on partage, que l'on a en commun. Dans ce chapitre, Ernest Renan vient expliquer que les dynasties n'ont pas fait les nations. Les dynasties ont, par leur mariage et leur conquête, acquis des territoires. On ne se limitait pas à une certaine géographie, on ne s'inquiétait pas de la volonté des peuples ou des provinces. Pour Renan, ce qui a été acquis par les dynasties a été fait pour la prospérité du royaume. Sauf que le royaume, à partir du XVIIIe siècle, a cessé d'être seulement la possession du roi. Il devient, avec la Révolution française,
le patrimoine d'un peuple et du roi. Et ensuite, avec l'avènement de la République et la mort de Louis XVI, la France devint la possession d'un peuple qui s'est constitué en nation pour remplacer le souverain. Donc de là est née la souveraineté nationale, la nation souveraine. Et donc, pour Renan, c'est clair, les nations peuvent être souveraines. Ce n'est pas un droit exclusif aux dynasties. On prend pour exemple la Suisse et l'Italie qui ne furent pas construites sur une dynastie, mais sur l'unique volonté des provinces de former une nation. Et donc, une fois qu'il a expliqué comment une nation existe et peut être souveraine, il va écarter tous les critères qui sont à tort par les autres théoriciens nommés, considérés comme constitutifs d'une nation. Numéro 1, la race. Sur ce point, Renan est très clair. Pour illustrer ça, il dénonce la conception germanique de la nation. Il n'appelle d'ailleurs pas ça une nation. Il parle d'un droit primordial des races. Il faut comprendre que les germaniques revendiquent des territoires parce qu'ils sont peuplés par une race germanique ou l'ont été. Ils considèrent, je cite, que c'est une très grande erreur qui, si elle devenait dominante, perdrait la civilisation européenne. Bon, ça n'a pas manqué. En 1882, 50 ans avant le nazisme, Renan nous mettait en garde contre les théories de pureté de la race qui étaient dominantes en Allemagne. Et donc, il oppose clairement cette conception allemande basée sur la race à sa conception qu'on qualifiera ensuite de française. Et pour résumer sa pensée, on pourrait dire que la nation est à la France ce que le christianisme est à l'Empire romain. Non pas que la nation soit une religion, mais il faut comprendre que le fait d'être chrétien dans l'Empire romain suffisait à mettre de côté les races qui étaient innombrables. Dans la nation, c'est la même chose. Les races sont mises de côté car le fait d'être français suffit pour être unis. Il y a assez de commun qui permet de construire un projet et donc il n'est pas nécessaire de s'unir sur la race. Renan remarque qu'il n'y a pas en Europe de race pure. La France, à son époque, est ibérique, celtique, gauloise, germanique, et alors que l'Allemagne est germanique, slave, celtique. Donc, fonder la nation sur la race est une chimère, puisque les migrations changent la race. Et Renan va plus loin. Il vient dire que le mot race qu'il emploie n'a rien de biologique, mais qu'il ne désigne que des familles de l'espèce humaine distinguées par des spécificités physiques et culturelles. Et donc, en ce sens, la race germanique est distincte de la race ibérique, par exemple. Mais cela n'a rien de scientifique. Et pire, si l'on fondait la nation sur une race, prétendument biologique, les progrès scientifiques pourraient venir invalider ce qui unit les membres d'une nation. Par exemple, les Allemands auraient appris qu'ils ne sont pas seulement germaniques, mais qu'ils sont aussi celtiques et slaves. Donc, ils sont un mélange de races. Donc, le concept de race pure s'effondre. Et c'est ce qui a été fait avec les découvertes anthropologiques. On sait aujourd'hui que Homo sapiens est originaire d'Afrique et que chaque humain a très certainement un ancêtre noir. Donc, la race est un concept abstrait qui catégorise les hommes en fonction de différences physiques visuelles. Numéro 2, la langue. Sur la langue, Renan dit que c'est un élément utile à la constitution d'une nation, mais qui n'est pas obligatoire. En effet, la langue est utile de manière très logique pour se comprendre, et quoi de mieux que la compréhension pour raconter des histoires, l'histoire de son pays, de sa nation, et donc d'unir autour de récits. Mais également, quoi de mieux que la compréhension pour s'accorder sur le projet qu'on veut construire ensemble. D'ailleurs, chaque pays n'a pas sa propre langue. Les langues se sont exportées, notamment grâce à la colonisation, ce qui fait que les États-Unis et l'Angleterre, ou le Pérou et l'Espagne, ou encore la France et le Sénégal,
ont la même langue officielle. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes nations. Et au contraire, la Suisse est une nation qui a plusieurs langues. Et donc le fait de s'enfermer dans une race pure ou une langue propre à un peuple est néfaste, car elle conduit à l'entre-soi et à la défiance des autres. Renan dit, quand on y met de l'exagération, on se renferme dans une culture déterminée tenue pour nationale, on se limite, on se claque mur, on quitte le grand air qu'on respire dans le vaste champ de l'humanité pour s'enfermer dans des conventicules de compatriotes. Et après cette phrase, il la justifie, il la rationalise. On pourrait presque y voir un discours démago de la gauche multiculturelle et bien pensante, mais rien de cela, car il emploie le mot exagération. Quand on exagère son appartenance à une race ou une culture sous prétexte qu'on parle une langue, on risque de tomber dans l'entre-soi et de ne se nourrir que de soi-même. Renan scande: n'oublions pas qu'avant tout, nous sommes humains. Et ce n'est pas parce qu'on appartient à une nation ou qu'on est patriote que l'on doit se détourner des autres cultures. Se nourrir des autres cultures est enrichissant pour sa civilisation. Et là encore, il faut bien comprendre qu'il n'appelle pas les Français à adopter les cultures étrangères, à se créoliser, car ça aussi, ce serait de l'exagération qui, au contraire de créer de l'entre-soi, créerait un abandon de soi. Numéro 3, la religion. Renan explique que la religion a été faite pour organiser un groupe social. Il prend l'exemple des Athéniens qui vouaient un culte à Athéna. Mais plus concrètement, ils vouaient un culte à l'Acropole. C'était en fait un culte direct à la cité que si on ne pratiquait pas, nous n'étions pas Athéniens. Et c'est la même chose pour un Français qui, à l'époque de Renan, s'il désertait le service militaire, il ne pouvait pas être membre de la communauté nationale. Le culte du drapeau est le même que le culte d'Athéna, que le culte de l'Acropole. En fait, Renan explique qu'en France, déjà à son époque, on peut être de n'importe quelle religion, voire être athée, et que cela n'empêche pas d'être français. La religion est devenue chose individuelle, dit-il. Mais pourquoi? Ça, Ernest Renan ne le dit pas, mais le sous-entend. Il parle d'abord du culte du drapeau en France, en le comparant à la religion d'Athènes. Il faut ici comprendre que la nation et ses symboles, ses incarnations, ont remplacé la religion. Comment? Eh bien, la religion donne une foi à ses croyants. Elle leur donne quelque chose à vénérer, à respecter, à servir. Une chose qui, par ses valeurs, son projet, sa philosophie, nous donne envie de croire. Ce que Renan veut nous dire, et là ce n'est que mon interprétation, c'est que la nation a, dès 1789, remplacé la religion car elle a créé une nouvelle communauté en France, les nationaux. La nation est le nouveau culte que le peuple de France veut servir et dans lequel il croit. Et c'est d'ailleurs à partir de la Révolution que le christianisme en France, la place de l'Église s'est effondrée. Et Renan nous enseigne autre chose. La religion, comme outil d'organisation sociale, permettait de créer une hiérarchie dans ses croyances. Il décrit une situation en Italie en disant « on n'était pas bon amalfitains si on ne mettait pas Saint André au-dessus de tous les autres saints du paradis ». En disant ça, il explique que pour être bon français, il faut mettre la nation au-dessus de ses autres croyances. Et c'est aujourd'hui ce que la droite, et plus timidement la gauche, demande aux musulmans en France. C'est la formule « mettre les lois de la République au-dessus de l'islam ». Aujourd'hui, on dit République parce que c'est devenu un gros mot de dire nation, et la définition de la République est aujourd'hui dévoyée. Mais ça, je reviendrai dessus dans d'autres vidéos ou conférences. En fait, c'est un message de paix que Renan fait en définissant la nation selon la conception française.
Il donne le secret de la paix en quelque sorte. Il met un terme aux oppositions fondées sur la race, la langue, la religion. Il dit simplement qu'il faut une nation qui partage les mêmes choses pour qu'une société humaine puisse s'orienter. Mais en même temps, il faut rester curieux et aimer, découvrir, imiter, s'inspirer des autres, sans pour autant remettre en question sa nation. J'insiste parce que Renan est très attaché au fait qu'on doit partager un commun pour pouvoir vivre ensemble. Mais j'y viens plus tard. Numéro 4, la communauté des intérêts. Sur la communauté des intérêts, l'académicien est bref. Il considère que la convergence d'intérêts tisse des liens de commerce entre les personnes, un groupe ou un État, mais le choix par intérêt ne permet pas de faire une nation, car dans le rassemblement intéressé, il manque quelque chose de crucial pour Renan, le sentiment. Numéro 5, la géographie. Quant à la géographie, il reconnaît que les fleuves, les montagnes, les mers, les plaines conduisent, arrêtent ou attirent les peuples. En revanche, ça ne permet pas de définir une nationalité. On n'appartient pas à la nation parce qu'on est quelque part. Et aucun territoire n'appartient à une nation. La nation occupe, elle ne possède pas. Seul l'État possède. La nation n'a pas besoin d'être installée sur un territoire. Elle a simplement besoin de vivre dans les cœurs des hommes. Vous remarquerez que si on suit cette logique, la nation étant détachée du sol, le droit du sol est antinational, car il confère à des individus la nationalité, alors même que socialement, ils ne sont pas membres de la nation. Et c'est là que naît la problématique des Français de papier opposés aux Français de cœur. C'est une vraie problématique qui découle de la définition même d'une nationalité. Mais une vidéo spéciale sera là aussi dédiée à ça. Alors, pour ne pas la rater, abonne-toi. En l'espace de quelques minutes, lors de cette conférence, Renan vient de mettre un camouflet à la conception allemande théorisée par Johann Fichte et Johann von Herter, basée sur la race, le sol et la langue. Alors, qu'est-ce qui fait une nation? Renan consacre un dernier chapitre pour apporter une réponse définitive. Une réponse qui n'est pas fondée sur des critères objectifs que sont la race, le territoire, les intérêts, la religion, car ce sont des critères fluctuants. Un peuple peut changer de langue, de race, de religion, changer d'allié, migrer, conquérir. Et une fois cela changé, comment expliquer aux membres d'une nation que leurs ancêtres ont fait couler leur sang pour défendre une religion qu'ils ne pratiquent pas, une langue qui ne parle plus ou pour une race qui n'est plus la leur? Ces critères mènent au délitement des nations. Sa définition est courte et je vais vous la citer car quoi de mieux que le maître pour expliquer sa pensée. La nation est à la fois dans le passé et dans le présent. Le passé est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. Le présent est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage indivisible qu'on a reçu. Bon, j'ai un peu modifié la formulation pour qu'elle soit intelligible au grand public, mais l'esprit est là. Et il considère que la nation ne s'improvise pas et qu'elle est l'aboutissement d'un long passé. Il encourage d'ailleurs au culte des ancêtres et dit un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire, voilà le capital social sur lequel on assied une identité nationale. Voilà qui donne une réponse claire à la vague de cancel culture que la France et le monde entier connaît. La cancel culture, c'est la destruction de la nation, car comme le dit Renan, l'héritage qu'on nous lègue est indivisible. Et il faut respecter ce qu'ont fait nos ancêtres pour notre nation, et non pas regarder comment ils ont considéré des catégories d'individus à une certaine époque.
Pour être une nation, il faut donc avoir fait de grandes choses dans le passé et vouloir en faire encore. Dans sa conférence, il cite d'ailleurs le chant spartiate « Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes ». Cette phrase, c'est celle qui remplace « Le roi est mort, vive le roi ». Car la nation ne périt que si nous l'abandonnons, que si nous n'assumons plus notre héritage et que nous ne voulons plus le léguer. En quelque sorte, la maison s'effondre si nous n'entretenons pas ses fondations et si nous ne la léguons pas à nos enfants. Et vous l'attendiez peut-être, on en vient à la phrase la plus célèbre du discours, « L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours ». Il ne faut pas croire que la France restera vivante parce qu'elle a vécu et qu'elle vit depuis longtemps. La France restera vivante si nous continuons à manifester notre volonté de vivre ensemble. En conclusion, la nation n'est pas un État, c'est un groupe social, c'est une société humaine qui vit par son attache à ses racines et sa volonté de les transmettre. Être membre d'une nation, c'est un sentiment d'appartenance qui se fait par l'assimilation, par l'éducation, dès la naissance ou par adoption pour un étranger naturalisé. Mais dans tous les cas, que ce soit par éducation ou par adoption, il faut aimer l'histoire de la nation, l'honorer en l'embellissant et la confier en héritage. Si les Français doivent devenir noirs ou perdre leur blancheur, ce n'est pas grave. Car, on l'a vu dans la définition que donne Renan de la nation, la race n'est pas une fin en soi. Être français, ça dépasse ça. Être français, c'est aimer son passé, le respecter et avoir pour projet de le laisser en héritage en ayant grandi la nation et en ayant servi ses racines. Et pour finir, au regard de ce que nous dit Renan, je tiens à faire un message pour le présent. La clé de la survie française réside dans l'assimilation, c'est-à-dire le fait que les non-français abandonnent chez eux ceux qui n'est pas français et adoptent ceux qui l'est. Le problème de la crise migratoire aujourd'hui, c'est qu'elle ne permet plus d'assimiler, car, comme le disait le général, on assimile des individus et pas des peuples. Et malheureusement, ce n'est pas des cas isolés d'individus qui viennent s'installer en France aujourd'hui, c'est des peuples entiers qui restent entre communautés et ainsi empêchent par un processus tout à fait naturel et humain une assimilation. Le fait qu'ils obtiennent les papiers français ou que leurs enfants les obtiennent par le droit du sol ne fait pas d'eux des Français au sens national comme l'entend Renan, car ils n'ont pas été adoptés par la nation. Ils ont été adoptés par l'administration française, l'État qui a trahi la nation. Et quand l'État trahit la nation ne se tait pas.